Aujourd'hui, je vais vous parler de l'identification, en remarquant tout d'abord que Lacan a consacré toute une année de séminaire à interroger l'identification. Et c'est le séminaire où il a introduit la topologie, avec la bande de Mébius, le cross-cap, la bouteille de Klein, etc. Les nœuds viendront plus tard. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, dans cette histoire d'identification, la bouteille de Klein, le cross-cap, etc. On peut dire, ce sont des objets qui sont à la fois dedans et dehors. Ce sont des objets qui ne sont qu'un bord. Peut-être, on peut dire, oui, en effet, l'identification, c'est le fait que je prends quelque chose qui est à l'extérieur pour en faire quelque chose d'intérieur. Quelque chose que je prends dehors et qui devient quelque chose de mon dedans. Par exemple, quelque chose de mon père ou de ma mère. L'exemple princeps dans la psychanalyse, c'est la toux de Dora. Elle tousse parce qu'en toussant, elle s'identifie à son père. Si je me rappelle bien, il y a très longtemps que je n'ai pas regardé là-dedans. Je préfère regarder dans mes identifications à moi, je suis comme ça un peu plus sûr de ce dont je parle. Mais longtemps, je me suis identifié à un scientifique parce que mon père était un scientifique, se voulait tel. Mes frères étaient profs de sciences, ils se voulaient comme tel, et comme tel, les trois personnages-là, mon père et mes deux frères, avaient une détestation pour la psychanalyse. Mon père le disait moins, mais mes frères ne s'en privaient pas. Parce que justement, peut-être bien que la psychanalyse n'est pas une science. En tout cas, certains dans la psychanalyse, je pense à Vapro par exemple, s'en glorifient en disant la psychanalyse, c'est irréfutable. Selon le critère de Popper, qui est un philosophe des sciences, et qui a retenu comme critère de la science, c'est qu'on pouvait réfuter les arguments d'un scientifique. C'est qu'un scientifique s'offre à la critique, et que, effectivement, même s'il a publié des choses qu'on a admis à un moment, si 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, un autre scientifique vient démontrer le contraire, alors il sera réfuté. Et c'est ce qui fait le critère de la science. C'est-à-dire, au contraire d'une église demande la foi. Vous voyez, les maximes de l'église catholique, par exemple, c'est foi, espérance et charité. Foi en premier. Il faut croire. Pourquoi? Parce qu'il faut croire. Donc, la science, c'est le contraire. On ne croit pas. On admet une démonstration, et si on trouve qu'elle ne va pas, on la réfute. Alors, fort de ce prétexte, en psychanalyse, on peut dire n'importe quoi, youpi, puisque c'est irréfutable. Et, pire, on peut s'identifier à un scientifique en se présentant sous les auspices de la science, la mathématique, la logique, la topologie. J'ai fait ça très longtemps, puisque dans ma famille, j'étais tombé dans la marmite quand j'étais petit. C'était ça ma toux de Dora. Je m'identifiais, comme mon père, comme mes frères, à un scientifique. Mais je voulais que la psychanalyse soit le plus proche possible d'un discours scientifique. D'où j'ai étudié la topologie à fond. L'ayant étudiée à fond, je la réfute maintenant en disant en psychanalyse. Non seulement c'est inutile, mais encore, ça empêche les réfutations. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, non seulement il y a des erreurs mathématiques dans les présentations qui en sont faites dans le champ topologique, puis dans le champ psychanalytique de la topologie, mais en plus, ça empêche de s'interroger sur ses propres rêves. Parce que c'est ça la recherche en psychanalyse. C'est aller dans le laboratoire des rêves, qui est l'accès qu'on a à l'inconscient, avec les lapsus et les actes manqués, et les symptômes, mais ça c'est beaucoup moins riche, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, cette identification au scientifique, elle est formidable, parce que, c'est irréfutable, première proposition. 2,
c'est quand même scientifique parce que on utilise le langage mathématique, le langage de la logique, le langage de la science. C'est un double traquenard. Perso, j'essaie de m'identifier à un scientifique encore, en disant justement la topologie, la logique dans le champ de la psychanalyse, je le réfute, et j'ai mes raisons que j'ai exposées dans d'autres vidéos. Mais la raison principale est que ça empêche d'analyser ses rêves. C'est lapsus et c'est exactement que on croit avancer dans la psychanalyse en avançant dans ce champ pseudo-scientifique, celui où il serait possible d'être réfuté, tout en maintenant que la psychanalyse, c'est irréfutable. Et j'ai entendu dire, dans le champ de l'université, là où on enseigne la psychanalyse, qu'il n'était pas possible de critiquer Lacan. Je l'ai entendu, par des grands professeurs d'université. C'est-à-dire que la réfutation, qui est à la base de la théorie scientifique, est rejetée par le champ psychanalytique. C'est terrible. Effectivement, on ne peut pas critiquer Lacan au sens de « c'est irréfutable ». Moi, je vais donc essayer de revenir au laboratoire, c'est-à-dire le laboratoire de la psychanalyse, qui est celui du rêve. Bon, alors je vais raconter ces rêves récurrents. Ce qui est utile pour nettoyer le sol de la cuisine, par exemple, voire même les fonds de casserole. Mais bon, voyons voir ce que ça peut nettoyer du gars moi-même. Alors, je commence par la fin, c'est-à-dire le dernier en date de ces rêves-là. Alors, j'arrive à l'autre appartement. Et aussitôt le téléphone sonne, je décroche et c'est une voix de femme qui me dit qu'elle m'appelle pour mon fils. Et à ce moment-là arrivent les participants du séminaire, que je ne reconnais pas, mais c'est des gens qui viennent pour un séminaire de psychanalyse. Ils viennent s'installer chez moi sur le balcon. Et ils tchatchent entre eux, c'est très bruyant, ça m'empêche d'écouter ce que dit la dame au téléphone. Alors je vais sur le balcon, je leur demande de se taire, je reviens au téléphone, et je m'aperçois qu'ils n'ont rien écouté. Ils continuent de tchatcher entre eux, les voix se coupent les unes les autres, ils ne s'écoutent pas eux-mêmes entre eux. C'est très bruyant. Et alors cette fois, je pique une colère, je dis « Mais putain, vous allez vous taire, j'ai quelqu'un au téléphone, c'est peut-être quelqu'un qui demande une analyse, un peu de respect, un peu de silence, quoi. » Et je retourne écouter la dame au téléphone, et je lui dis « Mais comment vous m'appelez pour mon fils ? Mais j'ai pas de fils, j'ai une fille. » Et elle me dit « Mais non, c'est pour mon fils, c'est-à-dire le sien. » Ah, je dis peut-être, en effet. Et je dis à la dame, mais écoutez, je ne reconnais pas votre voix, qui êtes-vous? Et de toute façon, je ne travaille plus pour l'hôpital, je suis à la retraite. Voilà, fin du rêve. Alors l'analyse, je la fais sur le divan ou je la fais sur le fauteuil, étant donné que là je suis dans les deux rôles. Et que je vous confie à vous, public, le rôle de l'écoutant, c'est-à-dire le rôle de l'analyste. Alors oui, je vais continuer plutôt comme ça, sur le divan, même s'il s'agit de ma profession d'analyste. Vous voyez bien ce qu'il y a dans le rêve. Je suis en train d'écouter quelqu'un au téléphone. Alors je suis dans l'autre appartement, ai-je dit. Il n'y a pas plus de précision dans le rêve, mais je le connais par cœur, l'autre appartement. C'est-à-dire que je ne le connais pas. C'est toujours un appartement étranger dont je me souviens au dernier moment qu'il existe.
Tout simplement, c'est l'autre partie de moi-même que je ne connais pas et que j'ai oublié, c'est l'inconscient. De temps en temps, je vais le visiter en rêve, pas en vie éveillée, évidemment. Et donc, cette dame au téléphone, il y a un quiproquo autour de mon fils, son fils. Bon, oui, quoi, c'est ma mère qui m'appelle. Ma mère m'appelle pour une analyse, en tout cas, elle a des choses à me dire, qu'elle ne m'a jamais dit tellement, dans la réalité, tellement elle a peu de choses à dire sur elle-même, et tellement elle avait surtout pas envie de m'entendre, moi, ce qui fait que, quand elle est morte, je dis toujours, elle a jamais su qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que c'était ce métier de psy que j'avais engagé. Ça, elle a toujours laissé ça de côté, ne voulait rien en savoir. Bref, c'est une des grandes déceptions de ma vie. Vous allez dire, ah bah ouais, c'est le Deep, le gars il est déçu parce qu'il n'a pas pu se faire sa mère. Ouais, ça c'est vrai, c'était tout le monde. Mais en plus, on n'a pas pu se causer. Voilà, elle n'a jamais voulu m'entendre. Et là, au téléphone, je ne peux pas l'entendre. À cause de quoi? Eh bien, à cause de ces gens qui viennent pour le séminaire. Alors, il y a plusieurs hypothèses à ce niveau-là. Et là, quand je me mets à faire des hypothèses, je deviens un peu théoricien. C'est pour ça que je vais me relever, et puis pour histoire de varier un peu. Hein. Bien, il y a au moins deux hypothèses pour cette foule de gens qui fait beaucoup de bruit et qui m'empêche d'entendre. Ça, c'est un truc récurrent, donc, encore une fois, fond de casserole, blabla, je vous l'ai déjà faite celle-là. C'est-à-dire que c'est très souvent qu'il m'arrive dans mes rêves de rencontrer comme ça des gens qui font du bruit, qui m'empêchent d'entendre. Et, et c'est souvent ma mère, ou mon père, ou les deux, qui viennent jusqu'à la porte m'empêcher de recevoir tel analysant, mettre des obstacles sur le couloir qui mène jusqu'à mon bureau d'analyste, etc. Et à toutes les variantes possibles et imaginables. Donc c'est souvent mes parents qui m'empêchent d'entendre. Pourquoi? Parce que j'écoute avec mon histoire, c'est mon histoire avec eux essentiellement, mon histoire infantile. C'est avec ça que j'écoute, c'est-à-dire que je ne peux pas écouter de façon neutre, même si je fais tous les efforts pour ne pas faire des projections, j'écoute quand même avec mon histoire. Donc je suis fatalement plus sensible à telle ou telle chose que me racontent les analysants, et peut-être un peu plus sourd à d'autres choses qu'ils me racontent. Bon, voilà ce qui convient d'analyser justement, lorsqu'on est analyste et qu'on fait profession d'écouter les gens. Il faut essayer d'analyser tout ce qui peut faire obstacle à l'écoute. Et dans cette hypothèse, les gens qui sont venus pour le séminaire d'analyse, là c'est l'hypothèse du refoulement. Et là c'est la théorie, c'est-à-dire justement le travail théorique, le travail avec des collègues dans des séminaires, qui vient empêcher le travail d'analyse. Et là, je reconnais bien de multiples séminaires auxquels j'ai participé, groupes de travail, dans lesquels, effectivement, les gens ne s'écoutent pas les uns les autres, se coupent la parole, n'attendent pas que l'autre ait fini sa phrase pour tout de suite lui opposer un argument ou contradictoire, ou au contraire finir sa phrase en pensant qu'ils savent mieux que l'autre là où l'autre veut en venir. Ça, j'ai vécu ça, mais des centaines, des milliers de fois, dans les groupes de travail, dans les séminaires. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui moi, ne m'a pas servi, en tout cas, à avancer. C'est quand il faut se battre pour prendre la parole. L'important, c'est se battre, c'est pas la parole qu'on dit, finalement. Même si on croit essayer de dire quelque chose qui est de l'ordre de la vérité de soi-même. Ça, c'est ce que personnellement j'ai toujours essayé de faire. Non pas la vérité des autres, comme dans les séminaires d'analyse de la pratique, où ce qui est d'usage, c'est de parler des analysants, qui à l'occurrence sont appelés patients, puisqu'ils patientent pendant qu'on parle dans leur dos. Moi, ce que j'essayais de faire, c'est justement parler de moi-même en tant qu'analyste, comme je suis en train de le faire maintenant,
Au moins, ici, je n'ai personne pour m'interrompre. Ça, c'est confortable. Donc, j'avance pas mal comme ça. Donc, merci, cher public, de m'écouter, puisque vous faites efficace oreille d'analyste de cette façon. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que ces constructions théoriques incroyablement compliquées à base de philosophie, de mathématiques, de logique, de topologie, toutes ces choses-là sont, je l'ai déjà dit, des châteaux en Espagne, des constructions sur le sable. Ce n'est pas en rapport avec la pratique. Et c'est incroyable, comme j'ai pu constater, comme je constate encore, la facilité avec laquelle on dérape. C'est-à-dire on part sur des constructions imaginaires, comme ça, en s'imaginant faire de la grande théorie, parce que c'est compliqué, ou parce que ça fait appel aux mathématiques, ou à la logique, ou à la topologie. Mais la complexité n'a jamais été garant de vérité. On dirait que plus c'est complexe, plus ça a des chances d'être vrai. Tiré du côté de la vérité scientifique. C'est ça qui est en sous-texte. Mais c'est pas parce qu'on fait des trucs qui ont l'air scientifiques que c'est scientifique et que c'est de l'ordre de la vérité. Je pense par exemple aux neurophysiologistes qui travaillent sur l'autisme, puisque j'ai particulièrement écouté la chose, mais il y a un imaginaire de la blouse blanche, de l'éprouvette, du chiffre mathématique, qui font que lorsque les gens se présentent derrière ce masque, avec la plus grande sincérité du monde, d'ailleurs, je ne conteste pas ça, eh bien, ils sont crus, et ils se croient eux-mêmes. J'ai déjà assez critiqué le fait d'utiliser la statistique, par exemple, ou même d'utiliser la logique, comme on le fait dans le champ lacanien, ou la topologie, pour se donner comme ça une apparence de logique, qui, pendant qu'on travaille ça, eh bien, dispense de travailler ses propres rêves, ses propres actes manqués, ses propres lapsus, c'est-à-dire ces formations de l'inconscient. Ce sont des réflexions conscientes qui servent le refoulement. Et c'est vrai aussi dans mon rêve. Parce que moi aussi, mais à culpa, j'ai passé des mois et des années à travailler sur la topologie, les surfaces, les nœuds, la logique, et tout ça pour rien. Pendant ce temps-là, encore une fois, on ne travaille pas ses rêves. C'est pourquoi j'en suis revenu et je travaille mes rêves. Vous voyez, encore dans mes rêves, il y a des restes. Quoique ce sont des restes que j'impute à l'autre, c'est toujours pratique. C'est toujours l'autre qui empêche d'écouter ou qui empêche d'accéder à la vérité sur soi-même. C'est pas moi. D'ailleurs, les gens que j'ai eu l'occasion d'avoir sur le divan et qui en même temps étudient la psychanalyse à l'université, eh bien, ils perdent un temps fou à d'abord parler sur le divan de ce qu'ils apprennent à l'université en essayant de se l'appliquer à eux-mêmes. Et ça fait perdre un temps fou, quoi. C'est bien pourquoi je répète à chaque générique de cette série de vidéos tout ce que vous avez voulu savoir sur la psychanalyse et qui n'est pas enseigné dans les universités et les écoles. Bref. Ça, c'est la première hypothèse sur mon rêve, le refoulement que j'attribue à la théorie. Et à ces groupes de travail où on tchatche dans tous les sens sans s'écouter les uns les autres. La deuxième hypothèse, je reconnais dans ce brouhaha et dans ces gens que je ne reconnais pas, ce sont des gens. Je reconnais ce que j'ai vu dans beaucoup d'autres rêves et que j'ai intitulé le réel, avec un R majuscule, qui n'est pas, je le répète, le réel de Lacan, qui le confond les trois quarts du temps avec la réalité. C'est des perceptions qui n'ont pas encore été encodées par le symbolique. Par conséquent, elles n'arrivent pas non plus à faire image. Ces images floues sont floues. Rien à en dire, si ce n'est que ça participe du refoulement. Alors oui, là, ça participe du refoulement originaire que Freud avait trouvé,
mais Freud l'avait trouvé d'une façon purement logique, hein, et c'est dans les textes de 1915, le texte sur le refoulement, il dit que logiquement, il est obligé d'admettre qu'il y a un refoulement originaire, comme base du refoulement proprement dit. Eh bien moi, c'est pas, je le dis, mais ce n'est pas une déduction logique comme celle de Freud, c'est parce que je l'ai rencontré sous cette forme-là, hein, dans mes rêves. Alors, ça peut être dans le rêve tout simplement ce refoulement originaire qui surgit, mais on voit que je réagis par rapport à ce refoulement originaire. Hein, je lui demande de se taire pour me permettre d'entendre. Autrement dit, le refoulement originaire vient au service du refoulement proprement dit. Le refoulement proprement dit, c'est non pas un réel devenu trace de perception qui n'a pas accédé à l'encodage symbolique, c'est des représentations, images ou sons, qui sont arrivées à l'encodage symbolique et qui ont été refoulées dans l'inconscient. Dans l'inconscient cohabitent ces représentations refoulées et ce qui n'est pas représentation. Il est clair que dans mon rêve, il n'y a pas de représentation. Là, il y a juste un réel compact des gens, des bruits. Et c'est au service du refoulement proprement dit, parce que pendant ce temps-là, je ne parle pas de ma castration, par exemple. Mais je pourrais entendre quelque chose du complexe d'Oedipe, puisque j'ai deviné qu'il s'agissait de ma mère qui m'appelait, et ce que j'en ai dit tout à l'heure, hein, de ma mère que j'ai pas pu avoir, que ce soit au sens de la réalité d'un acte sexuel, ni tout simplement de la réalité d'une écoute. Je n'ai pas réussi à obtenir ça d'elle, donc insatisfaction, donc ça revient, ça se répète. C'est logique. Mais voilà ce que j'ai pas envie d'entendre, et voilà à quoi le refoulement originaire sert. Aussi bien que le refoulement théorique, hein, qui, encore une fois, en se servant des grandes théories, empêche d'entendre ce qu'il avait de mon Oedipe, de ma castration. Alors, cette confusion entre ma mère et moi, je vous appelle pour mon fils. Et mon fils, c'est moi, je suis son fils. Comment vous m'appelez? J'ai pas de fils, voilà. Malentendu. En fait, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Et ça me rappelle que ma mère ne m'a jamais entendu, mais ça me rappelle cet épisode que j'ai déjà dû raconter, mais je vais le raconter encore une fois parce que j'en ai gros sur la patate, de cette fois où dans la trentaine, j'ai été gravement malade d'une pneumonie et ma mère est venue me voir, elle arrive en même temps que le toubib me pose des questions et elle répond à ma place. Elle vient d'arriver, elle ne sait rien de la nuit que j'ai passée, de la température que j'ai, de si je tousse ou si je tousse pas. Elle répond à ma place, comme si elle savait, avec la plus parfaite bonne foi. J'en ai conçu une colère noire. Mais je l'ai engueulée à ce moment-là, parce que c'est la première fois de ma vie que je m'en rendais compte, à l'âge de 30 ans et quelques. Je m'en étais pas rendu compte avant, parce que c'est comme le poisson dans l'eau. Quand on nage toute la vie dans un truc, oui, je suis dans l'eau, mais alors c'est quoi l'eau? Vous connaissez? J'ai trop l'habitude. Mais là, je m'en suis rendu compte. D'où la colère qui est perceptible dans mon rêve, où je suis en colère contre ces gens qui ne veulent pas m'entendre parce qu'ils m'empêchent d'entendre ma mère. Ma mère qui ne m'entend pas. D'entendre que ma mère ne m'entend pas. Et qu'elle confond entre elle et moi, puisqu'elle parle à ma place. Alors ça, c'est un truc que j'ai travaillé dans des CMP avec des enfants pendant des années, c'est le truc classique. Je veux dire, quand je reçois une mère et son enfant, je pose une question à l'enfant, c'est la mère qui répond. Heureusement que j'avais analysé déjà un peu à l'époque cette chose-là pour moi, parce que à chaque fois je ressentais la colère me regrimper dans la gorge, d'où la nécessité d'analyser. Et effectivement, ce qui nous est arrivé, pour pas projeter cette colère sur cette mère, qui effectivement n'y peut rien, parce que d'une part, elle a été élevée comme ça, certainement par une mère qui n'écoutait pas non plus et qui parlait à sa place aussi, et qu'une toute mère croit en toute sincérité que c'est une bonne chose de répondre à la place de l'enfant. Il y a une identification
je dirais, totale, sans critique, sans distance entre la mère et l'enfant, mais aussi parce que, ça je l'ai pigé aussi à la suite de l'analyse de centaines de rêves, parce que l'enfant est le phallus de la mère, hein, c'est-à-dire la chose la plus précieuse, la chose qui introduit à la génération, c'est-à-dire à l'éternité. Je me reproduis dans quoi? Mon enfant. Mon enfant qui est aussi précieux que le phallus l'est pour un homme. Enfant égal phallus, disait l'homme Freud, et l'homme que je suis, parce que j'ai fini par comprendre ça, il m'a fallu au moins 40 ans pour piger ça, que chez une femme, bah oui, c'est l'enfant qui importe, beaucoup plus que le phallus. Et donc, il me fallait beaucoup de travail sur moi-même pour appliquer cette éthique de la psychanalyse qui consiste à ne pas juger. Bon, je peux en vouloir à ma mère, tout en comprenant qu'elle aussi, évidemment, c'est pas de sa faute, c'est pas une question de faute, hein, c'est sa question de sa situation structurale de femme. Mais donc, pour ne pas plaquer ma colère sur ces femmes qui venaient me voir et leur répondre gentiment, Madame, excusez-moi, mais c'est à votre enfant que j'ai posé la question, laissez-lui donc le temps de répondre. Voilà, comme ça passe mieux avec un petit ton un peu gentil. Ça ne pose pas toujours d'ailleurs, quelquefois, rien que le fait de dire ça, la mère se fout en colère et fout le camp, on ne la revoit plus. Ça m'est arrivé, donc c'est comme ça. De toute façon là, je ne peux pas faire autrement, c'est mon travail que de permettre à quelqu'un de se rendre compte de ce genre de choses. Parfois, effectivement, je me dis que c'est pas le moment, il faut laisser faire un petit peu, tant pis si elle répond à sa place, à la place de l'enfant. Laissons le temps faire et peut-être à un moment je le ferai remarquer au moment, comme une interprétation, comme le dit Freud, au moment où la personne va s'en rendre compte elle-même. Ça, c'est ce qu'il y a de plus diplomatique et de plus efficace. Là, ça devient de l'art. Hein. Mais en résumé, ce autour de quoi je travaille, là, c'est l'identification. L'identification de la mère au fils, du fils à la mère, au téléphone, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est son fils, je suis son fils, et cette façon qu'ont les mères de répondre à la place de l'enfant, de savoir ce qu'il faut à la place de l'enfant. Tiens, ça me rappelle l'autre truc de ma mère qui était son grand truc, Richard, mets un pull, j'ai pas froid. Oui, mais quand tu auras froid, il sera trop tard. Bon, résultat, je suis quand même devenu assez frileux. Ça a été ma façon de répondre, c'est-à-dire finalement d'obtempérer au froid qu'éprouvait ma mère à ma place. Hein, ça aurait été tellement plus simple de me questionner, par exemple, Richard, est-ce que tu as froid? Non, c'était mets un pull. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et ça se répète, et ça nourrit la colère de quelqu'un qui ressent même les choses à votre place. Tu as faim, tu as froid, tu es malade, et ainsi de suite. Tu es mon fils. Et où on entend tu es, parce que c'est quelque chose qui tue, ce genre de choses. L'identification. Alors, s'agit-il de ne pas s'identifier dans la pratique de la psychanalyse? Bon, voilà un autre rêve de la même série. Problème d'identification et problème du refoulement. Je suis au lit avec un jeune homme, bien habillé, blond, pas de barbe, très sympathique, visage rond. Je l'ai accepté chez moi parce qu'il a été viré de pas mal d'endroits. Je m'étonne un peu d'avoir accepté ça, et en plus qu'il soit dans mon lit. Je me dis que j'aurais pas dû. Je l'informe donc que cet hébergement sera exceptionnel compte tenu de sa situation. En même temps que je lui parle, j'entends un bruit dans la salle de séjour à côté. Je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un d'autre là ?» Il ne me répond pas. Il y a une montagne de vêtements collés contre la porte. Ça arrive jusqu'au sommet de la porte. Néanmoins, je sors, je me retrouve dans la salle de séjour, et là, non seulement il y a quelqu'un d'autre, et je m'aperçois que c'est une femme qui est dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, donc elle est de dos,
Et elle est avec 2 mômes. Elle fait ça comme si elle était chez elle, alors que c'est une personne qui m'est complètement inconnue. En fait, dans mon rêve, je sais pas trop, il y a 2 ou 3 gosses. Je rentre dans une colère terrible. Oui, même chose. Je dis, mais vous m'avez menti. La dame se retourne, elle a un joli sourire, du genre, j'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que c'est que ces accusations? Et je leur dis, allez, dehors tout de suite, ici vous êtes chez moi, c'est pas le moment de squatter mon appartement. Et ils s'en vont. Je les aperçois une dernière fois dans le hall de l'immeuble, et le gars, tiens, qui était avec elle, je ne l'avais pas vu en haut, mais là je le vois en bas, il me fait un petit signe de la main avec un sourire, du genre sans rancune, hein, tout va bien. Alors moi, je suis toujours en colère, je me dis dans ma tête, comment ça, mais je les reçois, et ils abusent de mon hospitalité. En plus, j'ai peur qu'ils soient partis avec les clés, et que du coup, j'ai plus les clés pour rentrer chez moi. Enfin, je me console avec l'idée que de toute façon, le gardien a toujours une paire de clés. C'est pas dramatique. J'ai du mal à retrouver l'ascenseur pour remonter chez moi. L'ascenseur est derrière une porte en verre dépoli. C'est un petit ascenseur qui n'a rien à voir avec les immenses ascenseurs de mon immeuble. Et je suis surpris tout d'un coup que le gardien ouvre la porte au moment où je m'apprête à le faire, cette porte en verre dépoli. Et ça ouvre sur une petite antichambre, une antichambre à l'ascenseur, comme une salle d'attente, 2 ou 3 fauteuils, une table basse. Et le gardien est là-dedans, en train de faire le ménage avec une bombe à aérosol qu'il vaporise comme ça sur un peu partout. Je monte vérifier quoi, j'en sais rien, mais je me réveille. Bon, alors vous voyez, même style de rêve, il y a du monde chez moi. Dans l'autre appartement, dans l'autre rêve, c'était l'autre appartement. Ici, c'est le mien, mais ça revient au même. Il y a des gens qui squattent quoi à l'intérieur de ma tête. Hein, et encore une fois, c'est qui? Une mère avec 2 enfants, c'est ma mère avec mes 2 frères. J'hésite, vous savez, à un moment entre 2 ou 3 gosses. Le 3e, c'est moi. Hein, je suis à la fois spectateur du rêve et en même temps, je m'inclus dans les 3 enfants. Encore une fois, c'est ma mémoire enfantine qui est là, qui squatte. Hein, et qui m'empêche d'être au top d'une écoute. Et écoute de qui? Eh bien, peut-être le jeune homme que j'avais reçu, qui est dans mon lit, ce qui est une façon de dire dans mon divan, parce que la personne est habillée, il n'est pas question d'acte sexuel, encore que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la séance d'analyse peut toujours être interprétée comme un acte sexuel. Vu le transfert, vu les sentiments qui naissent entre l'analysant et l'analyste, le moment où l'un est couché et l'autre assis derrière, hein, assis derrière c'est une protection, c'est un garde-fou pour ne pas passer à l'acte. Outre le fait de ne pas voir la personne, c'est pour ne pas passer à l'acte. En fait, cette personne, c'est moi-même en l'occurrence. Hein. Comme j'ai fait le coup dans la vidéo, je me mets sur le divan, ensuite je me lève. Ici, c'est un peu pareil. J'ai quelqu'un dans mon lit, mais c'est moi-même. Mais c'est en même temps toute la série des analysants, parce que si je m'écoute moi, après je peux écouter mes analysants. Et enfin, le gardien, question des clés, porte en verre dépoli qui symbolise tout à fait le refoulement, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Je sais que c'est une porte qu'on peut ouvrir pour aller vérifier si j'ai les clés, si le gardien en a, mais ça symbolise le refoulement lui-même. Et le gardien lui-même, c'est le gardien des clés, et c'est le gardien de la propreté du lieu. Ce lieu qui ressemble à une salle d'attente, c'est-à-dire à ma salle d'attente en tant qu'analyste, et il s'agit que ça soit propre. Hein, et là, c'est le surmoi. Le surmoi qui fait le travail de nettoyer, comme si c'était nécessaire d'avoir tout nettoyé dans son inconscient pour pouvoir faire l'analyste. Est-ce que je dois prendre cette proposition au pied de la lettre? Je sais que beaucoup de collègues disent ça, ils emploient même ce mot. Il s'agit d'avoir nettoyé le fin fond de l'inconscient pour pouvoir entendre les gens. Ça me paraît une illusion. Ça me paraît une identification à la théorie cette fois.
ou la théorie qui dirait qu'il y a une fin d'analyse, qu'à cette fin d'analyse, on a vraiment tout mis au point, tout nettoyé, tout rangé. Ok, on peut écouter d'une manière neutre, entre guillemets. Bon. Toute mon expérience m'indique le contraire, et les rêves que je viens de dire aussi. Depuis combien de temps? 20 ans, 25 ans que je suis installé comme analyste, et sachant qu'avant je travaillais dans les hôpitaux, et qu'est-ce que je faisais d'autre que d'y écouter les gens, même si je ne me disais pas analyste à l'époque, hein, ça fait 40 ans que j'écoute des gens, et 40 ans que j'analyse mes rêves, ça revient tout le temps. Hein. On ne se débarrasse pas de l'inconscient, on ne le nettoie pas, au contraire, plus on veut nettoyer, plus on fait œuvre d'idéalisme, on va dans le sens de la pureté, le sens du gardien, le sens du surmoi, c'est-à-dire celui qui veut nettoyer au lieu d'écouter. Écouter, c'est au contraire se rendre compte qu'on n'a pas tout nettoyé, qu'on écoute avec ces restes qui sont une mère avec deux gosses, c'est-à-dire le troisième qui est moi, c'est-à-dire la mémoire infantile, qu'on ne peut pas effacer. Donc il y a cette identification, cette fois, de l'analysant avec l'analyste, hein, la personne qui est au lit, là, et de l'analyste avec son histoire, de moi avec mon histoire. Identification qui fait de moi ce que je suis, et j'écoute avec ce que je suis. Je n'écoute pas avec des oreilles qui seraient juste des micros, des appareils d'enregistrement. Hein, c'est pas ça du tout. J'écoute avec mes sentiments, et mes sentiments ont été forgés par ce que j'ai vécu avec ma mère et ces deux sales gosses qui étaient mes rivaux, évidemment, pour la possession de ma mère. Alors oui, j'avais dit au départ que cet homme-là, totalement inconnu, je l'avais accueilli parce qu'il avait été viré de plusieurs endroits. Ça, c'est l'indice aussi qu'il s'agit de moi. Et, excusez-moi si je me répète, mais je l'avais déjà dit, donc, il y a cette question de la répétition que beaucoup de collègues disent qu'il faudrait éradiquer. Alors, on a fini son analyse quand on arrête de répéter. Moi, j'ai été viré de partout, ça faisait symptôme pour moi. Madjid m'a dit que vous vouliez me voir. Ah oui, bonjour Didier. Entrez. Un café? Avec beaucoup de lait alors. Vous fait quelque chose de mal? Bah non, enfin, pourquoi? Je voulais simplement vous parler un peu. Ah, je suis viré. Ah non, pourquoi? Et pendant longtemps, je l'ai pris comme j'ai fait une faute, qu'est-ce que j'ai encore fait, pourquoi j'ai pas été attentif à faire que ci, que ça, qu'est-ce que j'aurais pas dû dire, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire. Je le prenais véritablement comme un symptôme. Et puis j'ai fini par me rendre compte que non, c'est juste parce que je suis en avance sur la plupart des collègues, j'ai inventé des trucs, j'ai eu des succès thérapeutiques grâce à mes inventions, et donc je n'ai que lieu de m'en féliciter de cette répétition, parce que ce n'est rien d'autre que la répétition du fait que la société, à l'heure où elle en est, c'est-à-dire la société des psychiatres, psychologues, psychanalystes, ne supportait pas mes inventions, dont j'ai déjà parlé assez ailleurs, et qui m'ont permis, encore une fois, des résultats thérapeutiques tout à fait extraordinaires. C'était insupportable pour deux raisons. Un, c'est pas la même chose que ce qu'ils font. Il faut s'identifier à une méthode, à une théorie de la fin de l'analyse, pour que tout le monde soit pareil, hein, et du coup, il est impossible d'être différent. Voilà la question de l'identification, en quoi elle est refoulante également. Hein. Et puis moi, par contre, je m'identifie à ce que je suis moi-même, à ce que j'ai été au départ, c'est-à-dire rejeté par ma mère. Hein. Et donc rejeté ensuite par les institutions, etc. Ce qui finalement est un avantage, puisque ça m'a permis d'avancer. Donc la répétition, elle peut bien se continuer. Ça m'est égal. Ça fait partie de mon identité. Voilà le côté positif de l'identification. Identification non pas à une théorie, non pas à une certaine méthode, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, je l'ai déjà dit, il faut faire des séances de 3/4 d'heure, il faut faire de la scansion, il faut écouter le signifiant, il ne faut pas laisser sortir les enfants de son bureau, toutes raisons pour lesquelles j'ai été viré à droite et à gauche, il ne faut pas écouter les parents, il faut écouter que les enfants, et sinon il faut envoyer les parents en analyse ailleurs, toutes choses que j'ai fait autrement, et
Il se trouve que ça a marché. Voilà les deux côtés, le côté positif et le côté négatif de l'identification. Donc il n'y a pas à mettre en présupposé de la psychanalyse, de la pratique de la psychanalyse, d'arrêter les répétitions. Par contre, il se trouve que, ce n'est pas un impératif, ce n'est pas qu'il faut arriver à ça, il se trouve que mes répétitions, j'en ai fait quelque chose de positif. Quelque chose qui est très profondément mon identité. Donc ce qui servait au refoulement, c'était lorsque je me mettais du côté du surmoi, en me disant, c'est-à-dire en m'identifiant aux personnes qui trouvaient que c'était fautif ce que je faisais. Il fait quelque chose de mal, je virais. Donc ils se mettaient eux-mêmes en position de surmoi, tant il est difficile de sortir de cette position, ça je le reconnais. Mais je reprenais l'identification à ce surmoi en m'accusant moi-même. Qu'ai-je fait? Pourquoi? Comment? Ai-je fait une faute? Et bon, je m'en suis sorti de cette identification sur moi en laissant parler le ça un petit peu, quand même. Lui aussi, il a droit de citer. Et le ça, ça serait que ma mère habite chez moi avec ses deux gosses, c'est-à-dire qu'elle soit devenue ma femme. C'est ça le fond du fond de l'interprétation du rêve. Donc quelque chose d'oedipien que je ne veux pas entendre, que je ne veux pas écouter, vers dépoli, gardien, j'ai pas les clés, voilà. Et je chasse cette personne. Ce qui est aussi, dans le rêve, me mettre en position de surmoi. J'ai pas fini. Je continue à m'identifier à ce surmoi qui chasse ma mère, c'est-à-dire le ça, c'est-à-dire mon complexe d'Oedipe. Bon, je me rallonge un peu, ça va me reposer. Parce que j'ai encore un autre rêve de la même série. Bon, je suis désolé si ça paraît peut-être ennuyeux, parce que je suis forcé de répéter des trucs. Mais la suite des rêves, comme ça, dans leur diversité, de la diversité permet de se dégager une structure. C'est la similitude qui permet d'en arriver à quelque chose qui serait de l'ordre de la théorie. Alors, ce qui est vrai pour beaucoup de rêves de la même personne, moi-même, peut être vrai aussi si les gens confrontent leurs rêves, j'y reviendrai tout à l'heure, et s'il y a des similitudes qui se dégagent, alors on peut dire que cette similitude fait théorie en elle-même. J'y reviendrai donc tout à l'heure. Alors cet autre rêve, je vais visiter une pièce vide de mon appartement dans laquelle je vais jamais. Bon, vous voyez, c'est comme d'habitude, là c'est pas l'autre appartement, c'est une pièce vide de l'appartement dans laquelle je vais jamais, c'est l'inconscient. Donc j'y vais, et je suis surpris, puisque je croyais qu'elle était vide, parce qu'il y a quelqu'un dedans. Et puis en fait, c'est 2 personnes, et puis 4, et puis 5, et puis je compte plus. Il y a une foule de gens qui sont là, il y a des lits superposés qui ont été rangés. On croirait un foyer pour immigrés. Effectivement, voilà des gens qui ont immigré dans mon inconscient. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Alors il y en a un seul que je reconnais parmi toute cette foule, c'est Miloud. C'était un de mes analysants lorsque je travaillais au CMP. C'était donc quelqu'un que je recevais en analyse gratuitement. C'était un de mes plus fidèles, 3 fois par semaine, il ne loupait jamais une séance. Il était très attaché à moi et à son analyste, et à son analyse. Je l'ai dû le voir pendant 15 ans. Et j'ai dû le quitter quand je suis parti à la retraite. Et je me rappelle dans mon rêve que lui, si oui, je lui ai offert de l'héberger. C'est exactement la réalité, puisque j'ai offert de le recevoir à l'analyse gratuitement. J'étais payé par l'hôpital, bien entendu. C'est pour ça que je le faisais. Mais pour lui, c'était gratuit. Et là, donc, dans mon rêve, une colère me prend, vous voyez, comme dans les rêves précédents. Vous squattez mon appartement, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, j'ai autorisé Miloud à venir, mais je ne l'ai pas autorisé à ramener tout ce monde. Ça ne va pas du tout. Allez, foutez le camp, tous. Alors ils passent tous devant moi, à la queue leu-leu, avec un air indigné, comme si c'était dégueulasse de les jeter comme ça. Et là, ça me fait encore plus mettre en colère, et je dis, mais s'il doit y avoir un indigné ici, c'est moi,
parce que je vous ai autorisé à venir, et vous squattez, vous amenez en plus d'autres gens, vous en abusez. Et voilà, ils s'en vont. Et je dis comment, mais je vous avais reçu le cœur sur la main, et maintenant, voilà, vous faites les indignés. J'avais laissé même les clés sur la porte pour que vous puissiez rentrer tant que vous pouvez. Et là, j'ai peur qu'ils partent avec les clés et qu'ils puissent se réinstaller clandestinement à un moment où je ne sais pas. Vous voyez, c'est la même peur pour les clés que j'avais dans le rêve précédent. La même indignation, la même colère, le même squat de l'inconscient. Par qui? Par les analysants, qui sont une foule. Effectivement, j'en ai vu tellement dans ma carrière que je me souviens de beaucoup d'entre eux, mais pas de tous, ce n'est pas possible. Il y en a que j'ai vu trop peu de temps, par exemple. J'ai pas pu les retenir. Ils reviendraient maintenant, je sais que je m'en souviendrai. Ça ferait sortir les souvenirs de ma mémoire. Mais s'ils ne reviennent pas, c'est fini, c'est oublié. Et bon, c'est un problème hein, pour les analystes, d'avoir besoin de cette mémoire de tout le monde. Au début, je prenais des notes comme un malade, j'essayais de ne pas louper une parole des analysants, parce que je ne savais pas du tout comment écouter. Alors à défaut, eh ben, j'écrivais tout ce qu'ils me racontaient. Et j'ai beaucoup travaillé sur ces écrits, je les ai lus, relus, travaillés dans tous les sens. Ça a été une bonne partie de ma formation. Mais maintenant, voilà, il y a toujours ce refoulement, vous voyez, je refoule les gens en dehors de ma mémoire. Donc c'est un problème, pour moi, analyste, que de refouler les analysants, évidemment. Je ferais mieux de les écouter. Mais, encore une fois, et ben voilà, il y a cette force refoulante, cette identification sur moi, qui fait que lorsque dans les groupes de travail, les groupes d'analyse de la pratique, pendant que tout le monde parlait de leurs patients, entre guillemets, moi je parlais de moi, et à chaque fois on me disait, mais reprends une tranche d'analyse, tu n'as pas fini, mais tu es fou ma parole, mais rêver des analysants, mais c'est impossible, c'est de la psychose. Donc pour eux, ils pensaient avoir nettoyé. Mais excuse-moi, j'ai pas le droit de juger les collègues, mais ça me vient quand même comme ça. Je suis absolument désolé pour les collègues. Je leur demande de m'en excuser ici, mais quand on n'est pas capable de s'écouter les uns les autres, comme j'ai pu le constater des centaines de fois, quand on ne respecte pas la parole de l'autre, juste parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur un concept, lorsqu'on le traite de psychotique, dès qu'il n'est pas d'accord avec vous, ce qui a été mon cas, on voit bien en quoi l'étiquette fait écran, fait refoulement, fait refus d'entendre. Hein, c'est pas seulement l'étiquette, je vous l'ai dit, toute la théorie qui fait ce refus d'entendre, y compris la théorie du nettoyage parfait. Hein, j'ai fait une bonne analyse, j'ai laissé tomber l'objet petit a, comme ça se formule chez le lacanien, et donc ça y est, je peux y aller. Je suis neutre. Pour moi, ça ne marche pas. Je ne vois pas du tout que ça marche comme ça chez moi. Donc je vais me borner à parler de moi, c'est-à-dire de ce que je connais. Les autres, qu'ils fassent avec ce qu'ils peuvent de leur capacité d'analyse et d'écoute des autres. Ah oui, j'oubliais un truc. Dans mon rêve, j'ai un moment, je dis, avant de jeter les gens, je dis, à partir de maintenant, je veux bien que vous restiez, mais je vous demande 250 € par mois pour tous, ce qui est un loyer fort agréable pour un logement dans Paris et à partager entre vous tous. Eh bien, c'est là qu'ils s'en vont tous avec l'air indigné. Et ça fait peut-être allusion à tous ces gens qu'effectivement j'ai reçus sans payer quand je travaillais dans les hôpitaux. Alors moi j'étais payé pour, et j'ai bien constaté quand je suis parti à la retraite, j'ai offert à beaucoup de gens de continuer chez moi en payant un tarif tout à fait modique. C'est un peu l'offre que je fais dans mon rêve, d'un loyer modique. Et il y en a
je dirais 3-4 qui sont venus, et tous les autres ne sont pas venus. Pour eux, l'idée même de payer pour parler, c'est totalement en dehors de leur sphère culturelle. Même si, comme j'ai dit, par exemple, ce Milhoud était quelqu'un de très accroché à son analyse, quelqu'un qui a beaucoup été aidé par son analyse, une analyse gratuite, donc qui a marché, ça c'est indéniable, mais l'idée de payer lui était insupportable. Et moi, l'idée de recevoir en privé gratuitement m'est insupportable. Donc c'est incompatible. Bon, donc nous nous séparons. C'est comme ça. Donc, je résume. L'effet de structure qui se produit de la répétition de ces rêves, c'est celui-ci, c'est une image du refoulement. Je refoule les gens qui squattent ma tête, mon inconscient. Ces gens, ce sont d'une part les analysants, d'autre part mes parents. Mes parents et ma mémoire d'enfant, c'est-à-dire moi enfant. Voilà qui je rejette. C'est un refoulement, et par ce refoulement, je m'identifie néanmoins à mes parents, et au surmoi. Et au surmoi qui dit dans les écoles, il faut se séparer de ces symptômes, il faut laisser tomber l'objet petit a, il faut ne pas s'identifier. Mais encore une fois, tout cela, c'est aussi mon identité. Je suis identifié au surmoi, je suis identifié au ça, je suis identifié au moi. Il y a toutes ces composantes qui sont contradictoires, puisque, vous voyez, dans mes rêves, je veux bien accueillir les gens, mais en même temps, je veux les refouler quand il y en a trop. Le « il y en a trop », c'est aussi le « il y en a trop, il y en a marre » de ma mère et de mes parents qui ne m'écoutent pas. C'est toujours la même chose, il y a toujours une question d'écoute. C'est l'écoute qui fait l'identification finalement. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut m'écouter qu'en m'entendant parler, je peux m'identifier à ce que je dis, c'est-à-dire à mon histoire. Ça peut être aussi bien mon histoire enfantine que ce qui s'est passé hier, parce que hier, j'ai eu une prise de bec avec tel ou tel collègue qui me renvoie à ces difficultés d'être entendu, qui est la difficulté de tout le monde, qui est peut-être chez moi un peu plus aiguë, parce que j'ai eu une mère spécialement incapable d'écouter. En général, c'est la qualité des mères de ne pas écouter. Mais ça arrive qu'elles écoutent. Pour ça, les choses sont compliquées, et il faut pouvoir écouter la personne qui parle de sa mère. Elle est toujours différente, bien même s'il y a une structure derrière, une structure de la non-écoute, une structure qui se réduit à une question d'identification. Je n'écoute pas parce que je suis persuadé que je sais déjà ce qui est dans ta tête, ce que tu désires, ce que tu es, ce que tu veux, je le sais, parce que c'est ce que je désire, c'est ce que je veux. Voilà. C'est le genre de disposition d'esprit qui persiste chez, je dirais, la plupart des adultes, qui ont un mal fou à supporter que quelqu'un soit différent d'eux-mêmes. Alors, encore une fois, c'est différent dans les nuances, parce que dans la structure, nous retrouvons la même chose, nous retrouvons ce refoulement, cette nécessité du refoulement. Alors, l'identification comme théorie et comme méthode. Je l'ai effleuré tout à l'heure, l'identification, au fur et à mesure que je m'aperçois que les rêves disent toujours la même chose, sous des apparences extraordinairement différentes, j'identifie un discours qui est le mien, qui est mon identité à travers ces rêves. Donc ça fait partie ça devient une théorie. Est-ce que ça devient une méthode? J'en parlerai tout à l'heure. Mais ce qu'on peut en déduire par la suite, ça fait théorie pour l'instant pour moi. Mais si on est plusieurs, non pas à partager de la théorie pure, et de la logique, et de la topologie, et de la philosophie, si on partage nos rêves, si on partage nos formations de l'inconscient, lapsus, acte manqué, symptômes, simplement en le racontant en commun, à ce moment-là peut se dégager quelque chose qui nous identifie.
On peut reconnaître chez les uns, chez les autres, des choses communes. Encore aujourd'hui, quand j'entends les rêves de quelques-uns, des collègues, j'entends, ceux qui veulent bien parler de leurs rêves, lorsqu'ils parlent de leurs rêves, j'entends tout à fait des choses identiques à ce que j'ai pu lire dans mes rêves. Après, la façon dont ils le lisent peut être légèrement différente dans la façon dont ils se servent des mots de la théorie pour interpréter leurs rêves. Moi, j'ai essayé de faire au maximum table rase des mots de la théorie pour laisser parler le rêve comme tel. Et laisser les identifications se faire d'elles-mêmes. Si on fait ça en groupe, que ce soit sur Facebook ou dans les petits groupes que j'appelle « parler de soi », où on se réunit à pas plus de 5 pour partager ce qu'il en est de ce qu'on peut dire de soi-même, c'est-à-dire ce qu'on peut dire pour s'identifier à soi-même. S'il se trouve qu'il y a des identités, nous pouvons poser la question d'en faire des identifications, c'est-à-dire d'en faire des théories. Une théorie qui ne doit pas abraser la singularité de chacun, puisque c'est l'essence de la psychanalyse de laisser la singularité s'exprimer dans toutes ses nuances. Donc, ce que j'entendrai théorie à ce moment-là, c'est non pas quelque chose qui efface les singularités pour faire de l'universalité, mais un partage de singularités qui reste des singularités, mais dont l'identification au sein de ces singularités peut faire universalité, c'est-à-dire théorie. C'est là où je rejoins ce que j'avais dit dans d'autres vidéos, que la psychanalyse est à la fois une science, elle exclut la particularité, elle exclut le sujet, et elle n'est pas une science, c'est-à-dire qu'elle accueille le sujet au lieu de le foutre dehors par la porte, comme je fais dans mes rêves. Au contraire, elle accueille le sujet et elle essaie de ne pas effacer ce sujet dans ses singularités. Bon, pour ça, il faut avoir pris conscience du fait que, comme je le fais à travers mes rêves, qu'il y a une tendance du refoulement, qui a une tendance à la théorisation, c'est-à-dire à retourner vers la norme, vers le surmoi, vers le faire comme tous les autres. C'est au nom de ce que je ne faisais pas comme tous les autres que j'ai été viré de tant d'endroits. Je faisais autrement. Bon ben voilà. Et ensuite, dans les écoles de psychanalyse, je parlais autrement. Voilà. Et donc, c'était insupportable. Eh bien, cette insupportabilité de la singularité, dont je suis bien obligé de reconnaître que elle est en moi aussi. C'est les personnages qui sont dans mon inconscient, au sens où je ne les reconnais pas, et où je leur fais prendre la porte. Moi aussi, je ne supporte pas ce que je considère comme n'étant pas moi-même dans moi-même. Donc il y a un énorme travail à faire pour admettre à la fois ces gens insupportables et le fait que je suis ces gens insupportables. Je suis ce type qui a envie de coucher avec ma mère. Je suis ce type qui a l'angoisse de castration. Je suis ce type qui a envie de chasser toutes ses pensées avec ces gens. Et je suis aussi ce type qui a envie de chasser le refoulement originaire, parce que comme vous l'avez vu dans tous ces rêves, il y a toujours à un moment une foule, et cette foule de gens indistincts renvoie à ces formes fantomatiques dont on ne peut rien dire, qui sont de l'ordre du refoulement originaire. Et quand j'étais enfant et que je n'avais pas le langage, je devais être en position de refouler ces agressions perceptives venues du réel. Ce qui ne veut pas dire que ça cause de l'angoisse. J'ai déjà dit là aussi dans d'autres vidéos, ce n'est pas ça qui cause l'angoisse, c'est la façon dont on l'interprète, à base de surmoi et à base d'angoisse de castration, c'est-à-dire de projection de ce que pourrait être le réel, mais qu'il n'est pas. Voilà des nuances à engranger comme telles.
je voudrais arriver par un fragment de ce que les collègues appellent clinique et que j'appelle pratique, parce que je ne suis pas médecin et que je laisse la clinique aux médecins, et qu'il faut bien faire attention à ne pas mélanger psychanalyse et médecine. Je vais traiter de cette identification dans la façon que j'ai eue d'intervenir, qui sera un peu exemplaire, générique de beaucoup de façons d'intervenir, mais plutôt que d'en parler de manière générale, je vais en parler de manière particulière. Alors ce que je vais mettre en question, je le dis toujours, mais je le répète parce que c'est nécessaire, ce que je vais mettre en question, c'est moi comme analyste. Ce que je vais questionner, c'est mes interventions. Pour cela, je vais être obligé de dire un certain nombre de choses concernant l'analysante. Je lui ai demandé son accord d'ailleurs, elle est d'accord. Je ne donnerai pas son nom, ni aucune chose qui permette de l'identifier. Mais ce n'est pas d'elle dont il est question. Elle, c'est son travail. Avec mon aide, mais c'est son travail. Moi, mon travail à moi, c'est de m'interroger, d'analyser ce que je mets en jeu lorsque je fais une intervention. Alors voilà. Elle m'a demandé une séance pendant mes vacances, parce que ça n'allait pas du tout. J'ai accepté. Et elle me raconte qu'elle vient d'apprendre qu'elle a des fibromes dans l'utérus, qu'il va falloir opérer, et que c'est limite si on ne va pas tout lui enlever, tout son appareil génital. Mais là, on va quand même enlever les fibromes sans enlever l'utérus. Néanmoins, ça risque de la rendre stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle se pose la question d'avoir un enfant depuis des années. Et ça risque de clore la question. Donc ça la met dans tous ses états. Ce que je comprends. Et elle en pleure et elle me dit... ça rejoint toute ma problématique d'être une femme, être une fille, parce qu'elle a été super défavorisée par ses parents, qui ont toujours favorisé son frère, parce qu'il avait un zizi qu'elle n'en avait pas. Ah, c'est comme ça. Et c'est comme ça dans beaucoup de familles. Et elle dit, voilà, ça confirme, je ne pourrais pas être mère. Donc, on m'a toujours dit que être fille, c'était pas bien. Peut-être qu'être mère aurait racheté ça, mais là, c'est pas possible. Je ne pourrais même pas être mère. Et cette cicatrice que j'aurai sur l'abdomen, elle va être symbolique de l'autre cicatrice que j'ai entre les jambes, c'est-à-dire la condamnation en quelque sorte que j'ai reçue de mes parents d'être née fille. Ça va redoubler cette condamnation. Parce que, dit-elle, ce genre de cicatrices, c'est bien les femmes qui les ont, c'est pas les mecs. Et là, je suis intervenu, j'ai dit, mais j'ai une cicatrice comme ça. On m'a enlevé un rein récemment, et donc j'ai une cicatrice aussi sur l'abdomen. D'accord, ce n'est pas la même chose. Moi, c'est un rein qu'on m'a enlevé. Vous, ça sera des fibromes. Mais dans tous les cas, il y a cette cicatrice. Et en ce qui me concerne, j'avais fait un rêve peu avant, dans lequel je rêvais que j'étais en ballon dans une ville où tout le monde voyageait en ballon. Et le problème, c'était qu'il y avait des immeubles qui pouvaient être très hauts et parfois, on n'arrivait pas à passer, il fallait contourner. Et pour ça, il y avait un appareil sous la nacelle des ballons, qui était un câble, sous lequel était suspendu un tambour de machine à laver, et sous le tambour de machine à laver, il y avait encore la suite du câble, avec une bille de plomb. Cet appareillage était censé permettre l'orientation du ballon, donc contourner les immeubles quand ils étaient trop hauts. Ensuite, je vais abréger un peu le rêve, je vais avec un petit garçon dans un cinéma où on donne des cadeaux à propos de tel film. On y arrive, il y a une hôtesse et il y a des emballages plastiques transparents dans lesquels ont été distribués des repas. C'était ça le cadeau. Mais quand on arrive, c'est trop tard, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des restes de coquilles de crustacés et un quart de crabe. Alors l'ensemble de ces choses m'a permis de comprendre le rêve. Le tambour de machine à laver, je l'avais vu en me promenant dans Olinda, une charmante ville brésilienne où j'étais.
Et je l'avais vu devant une jolie petite maison peinte de couleurs vives, comme c'est la coutume là-bas. Et ce tambour de machine à laver avait été transformé en poubelle. Or, ça m'a rappelé tout de suite une histoire que m'avait racontée ma fille, histoire qui est la suivante. « Papa! Maman! Arrêtez la machine à laver !» Bon, ça fait rigoler les enfants dans la cour de l'école, ces parents distraits qui ont mis l'enfant dans la machine à laver, mais en fait ça veut dire mettre un enfant en gestation. La machine à laver est une métaphore parce qu'il y a de l'eau, hein, parce que c'est fermé. C'est une métaphore du ventre maternel. Et en l'occurrence, si à la fin je trouve un quart de crabe, ça ne peut que me faire penser au cancer, dont on vient de me débarrasser et dont la trace est cette cicatrice. On vient de m'enlever un rein qui était bouffé par ce cancer. Et donc, c'était un truc à jeter à la poubelle. Et cependant, ceci s'est arrivé après 6 mois de maladie. Et le rein en question, avec le cancer qui faisait 16 cm de diamètre par-dessus, ça faisait un poids de 1,5 kg, ce qui pourrait se rapprocher du poids d'un prématuré à 6 mois. Ça m'est venu dans la tête. C'est pas la même chose, ça n'a rien à voir avec la réalité, évidemment, mais ça m'est quand même venu dans la tête, étant donné que j'ai eu des rêves où je rêvais d'être enceinte de ma fille. Bon, ce sont des choses qui arrivent aux hommes, hein, pas qu'à moi. Et là, cette espèce de césarienne qu'on m'a fait, l'inconscience en est saisie pour me faire prendre conscience que de ce côté-là, je serai toujours stérile. Il n'y a que des miettes, c'est à jeter à la poubelle. Par quoi je suis identifié à cette dame qui vient me raconter sa peur de la stérilité. Les miettes de coquilles de crustacés que je trouve encore dans certaines barquettes plastiques, ce sont les cellules cancéreuses qui continuent de se balader dans mon sang, qui n'ont pas fait de métastase, mais qui risquent d'en faire. Donc voilà ce qui me reste d'une possible et imaginaire fécondation de moi-même. Il y a là identification. Et c'est à base de cette identification que je lui ai répondu « Mais j'ai la même cicatrice. » Oh, c'est pas exactement la même, bien évidemment. C'est une cicatrice sur le ventre. Hein. Je ne prétends pas que ma cicatrice est complètement identique à celle d'une femme à qui on a fait une césarienne ou à qui on a extrait l'utérus. Est-ce que j'ai bien fait de faire cette intervention par identification? Je n'ai pas fait tout ce discours concernant mon rêve. Je l'avais en tête, ça me suffisait. Je n'allais pas l'encombrer, elle avait suffisamment de choses à dire. Je voulais juste lui faire part de ce trait identificatoire, la cicatrice sur le ventre. Par ce trait, je lui disais en quelque sorte bienvenue au club. Et ces mots, c'est des mots que j'ai prononcés très souvent dans des analyses avec beaucoup de gens. Lorsqu'ils découvrent leur castration, lorsqu'ils découvrent le DIP, lorsqu'ils découvrent que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont envie de se faire leurs enfants sur le plan sexuel. C'est des choses horribles dont on se fustige. Mais je leur dis, ben oui, moi aussi, c'est à la fois quelque chose dont je me fustige, et quelque chose qui est fourfoulé donc, et quelque chose qui reste quand même, et donc qui se répète. Donc autant le savoir. Et la bienvenue au club. Identification, c'est le club des gens qui sont dans le DIP, c'est-à-dire tous les humains. Dans la castration, c'est-à-dire tous les humains. Dans l'identification, donc tous les humains. En l'occurrence, cette cicatrice sur l'abdomen, c'est une cicatrice qui indique notre communauté par rapport à la stérilité, qui nous renvoie à la castration. Dans mon rêve, la castration, c'est ne pas être à la hauteur. C'est pourquoi il faut diriger le ballon un peu à droite, un peu à gauche. Il faut le voyer, il faut faire avec. Il faut savoir conduire un ballon. Le ballon étant le phallus, bien entendu. C'est pas un zeppelin, mais même s'il est rond, rien à foutre de l'image.
ça ressemble quand même, parce que ça monte, et que ça nécessite une orientation. Et l'appareil d'orientation, vous voyez, à ma grande surprise, parce que j'ai pas l'impression d'avoir envie d'avoir des enfants, surtout que j'en ai déjà une et que ça me suffit, c'est bon. L'orientation en matière sexuelle semble être fabriquée par ce tambour de machine à laver qui rappelle la conception, qui rappelle la grossesse, qui rappelle l'enfantement, avec cette bille de plomb qui leste l'ensemble et qui rappelle une couille, bien évidemment, hein, c'est-à-dire l'endroit où sont stockés les spermatozoïdes. Hein, c'est donc, à ma grande surprise, j'ai un désir de fécondation totalement inconscient. Eh bien, ce désir, par identification, me permet de féconder l'analyse de cette dame pour qu'elle produise un enfant elle-même. De la même façon que mon analyse m'a permis de produire la personne que je suis. Alors, à la suite de mon intervention, cette dame a d'abord dit « Ah, j'ai pas su que vous aviez un cancer, c'est malheureux, je suis désolé, moi je vous parle de mes petits problèmes de stérilité, vous avez un cancer. » J'ai dit « Mais non, quelque part, c'est vraiment le même problème, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Hein. C'est le problème de la vie et de la mort, de la stérilité ou pas, ou de la fécondation. On est tous là-dedans, on est identifiés là-dedans. » Et à la fin de la séance, après qu'elle ait à nouveau parlé d'elle-même pendant suffisamment longtemps, je lui dis « Bon, ben, maintenant que vous avez dit tout ça, vous pouvez mettre au monde l'enfant que vous êtes. Et donc, prenez soin de cet enfant. » Bon, ce qui l'a fait sourire, ce qui contrastait avec les pleurs dans lesquels elle avait commencé la séance. Je suis en train de dire que de l'identification qui est interdite dans le champ analytique, eh bien j'en fais une méthode. C'est pas une méthode à appliquer à tous les coups, tout le temps, à toutes les séances, bien entendu. Mais ça peut faire partie des techniques. C'est quelque chose qui est strictement prohibé dans le champ analytique, mais ce qui est prohibé, c'est l'identification au sens de projection. C'est-à-dire, je ne me rends pas compte que je substitue ma parole à celle de l'autre. Et il me revient ici l'histoire de quelqu'un qui me racontait ça, dans un groupe de travail, justement, donc une collègue, qui disait que dans son analyse, son analyste lui avait dit telle chose, je n'ai pas besoin de vous dire quoi, pas besoin pour la connaître, et que à quoi j'ai reconnu, je ne l'ai pas dit non plus, parce que c'était à elle de le reconnaître, j'ai reconnu qu'elle disait « mon analyste m'a dit ». Au lieu de dire « j'ai reconnu que », voyez toute la nuance. C'est-à-dire que l'interprétation que son analyste lui avait fournie, elle ne l'assumait pas en nom propre. Ça restait ce que quelqu'un d'autre a dit sur soi. Et ce quelqu'un d'autre a dit sur soi, c'est tous ces gens qui squattent la tête, qui squattent l'inconscient, pour vous faire croire ce que vous n'êtes pas. Parce que ce que permet l'analyse, quand on ne se substitue pas à l'analysant, c'est justement de s'accoucher de soi-même en passant par le biais de la gestation, cette gestation qui est la parole dite à quelqu'un qui a. Et c'est là-dessus qu'il peut y avoir identification et qu'on peut prendre appui sur ce quelqu'un qui entend. C'est un appui identificatoire qui ne veut pas dire que l'analyste va squatter la personne. Cette identification que j'ai proposée à la dame, ce n'est pas pour lui dire « vous êtes comme ceci », c'était pour dire « je suis comme cela ». Je suis comme cela et moi, je m'identifie à vous. Donc ça lui laisse le champ libre. Voyez toute la nuance. Au lieu d'interpréter quelqu'un en lui disant « vous êtes comme ceci » ou « vous êtes comme cela » ou « ce que vous dites, ça veut dire ceci, ça veut dire cela ». C'est toute l'inversion qu'a produit Freud lorsqu'il a inventé la psychanalyse, lorsqu'il a écrit la Traumdeutung, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser aux autres, il s'est intéressé
à lui-même. Et donc aux autres qui sont à l'intérieur de soi-même et qu'on ne veut pas reconnaître comme faisant partie de soi-même. C'est sur cet usage positif de l'identification que je vais vous laisser.